Précis judiciaire, contrôle d'identité discriminatoire. Alors, contrôle d'identité discriminatoire, là c'est pas moins de 4 affaires tous jugées le même jour, qui sont assez intéressantes. Je vais en parler, je vais parler brièvement de toutes là, qui sont assez intéressantes par le fait que là on juge pas les actes discriminatoires on n'établit pas par ces affaires-là, on n'établit pas que dans la police il y a des contrôles discriminatoires. Hein, c'est pas ce que disent ces affaires. Ces affaires juste posent les règles pour juger euh, des actes de contrôle discriminatoire. C'est pas ces affaires-là qui établissent juridiquement l'existence de la discrimination euh, dans les contrôles d'identité de police. Hein. Ça, faut être un petit peu clair, de toute façon, on va voir. Alors, contrôle d'identité discriminatoire. Donc, je commence par l'arrêt numéro 1244, donc du 9 novembre 2016, référence 1525-872, donc la Cour de cassation, première chambre civile. Parce que c'est la plus courte, parce que c'est celle où il y a le moins de détails dans l'arrêt. Et je vais compléter avec les particularités des autres. Donc les faits, le 1er octobre 2011, le procureur de la République de Lyon ordonne les contrôles d'identité à Villeurbanne entre 7h et 24h pour rechercher des auteurs de vols, recels et diverses infractions à la législation des stupéfiants, des armes et des explosifs. Hein, donc là, c'est pas le, 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 le pré-ado du coin qui roule sans casque à scooter. Hein. Bon, ça déjà, faut le poser aussi quand même. C'est intéressant. Donc contrôle d'identité qui n'a donné aucune suite ni judiciaire ni administrative, mais que néanmoins la personne contrôlée a demandé réparation pour son préjudice moral contre l'agent judiciaire de l'État en vertu de l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire qui nous dit que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Donc là, c'est le contrôle discriminatoire qui est le fonctionnement défectueux. Sauf disposition particulière, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Hein, s'il ne veut pas intervenir, déni de justice. Donc ben voilà. Donc devant la cour d'appel, comment ça s'est passé? Donc voilà, j'ai dit c'est l'arrêt le plus court, le moins, celui qui relate le moins les détails de l'affaire. Donc ça va être bref. Devant la cour d'appel, la cour établit bien que une discrimination, c'est une différence de traitement. Pourquoi tel individu est contrôlé et pas l'autre? Pourquoi celui-ci est contrôlé comme ça et pas l'autre? C'est une différence qui provoque une discrimination. Et que par ailleurs, l'agent judiciaire de l'État, donc, ne démontre pas que cette différence de traitement est faite suite à des circonstances précises et particulières, étrangères à toute considération liée aux origines. Hein, n'a pas fait la démonstration que juridiquement ce n'était pas une discrimination, mais que c'était imposé par les circonstances. Et donc, la Cour d'appel dit que c'est un contrôle discriminatoire. Sauf que, devant la Cour de cassation, donc, la Cour nous dit que la Cour d'appel n'a pas recherché si les circonstances de fait justifiaient cette différence de traitement. Ce qui fait que ce ne serait plus une discrimination. Par exemple, par le comportement des gens quand on les soupçonne d'avoir commis une infraction. Ça peut être un indice pour leur demander leur identité. Et de ce fait, la Cour casse l'arrêt. Donc l'affaire va être jugée, l'arrêt est cassé. Parce que même si l'agent n'a pas démontré que qu'il y avait des circonstances particulières qui demandaient
que l'intervention soit menée comme cela, la Cour d'appel, elle, n'a pas non plus recherché si les circonstances qui pouvaient justifier ça étaient alors qu'on lui a demandé, étaient remplies. Alors qu'on lui a demandé, parce qu'elle n'est pas tenue de faire ce qu'on lui demande pas, la Cour d'appel. Alors qu'on lui a demandé, elle ne l'a pas fait. Et de ce fait, la Cour de cassation casse le jugement d'appel qui dit que c'est une discrimination. Donc là, il n'y a pas de discrimination. Donc oui, on peut engager la responsabilité de l'État, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas des jugements où on établit que la police effectue des contrôles discriminatoires. C'est le cadre légal du contrôle discriminatoire qui est posé dans ces affaires. Donc, l'agent ne l'a pas établi, mais il a demandé aussi à ce que ce soit recherché par la Cour, qui ne l'a pas fait. Du coup, l'arrêt est cassé. Il n'y a pas de contrôle discriminatoire étant donné qu'il n'y a pas eu la recherche de fait sur les circonstances particulières promptes à justifier ces différences de traitement. Voilà, je pense que jusqu'ici j'ai été clair, j'espère. Par la suite, il y a un autre arrêt, le numéro 1239, donc du même jour de la Cour de cassation en première chambre civile. Donc juste la particularité de cet arrêt-là, c'est que dans cette histoire, que là c'est aussi violence en bande organisée, donc il y a une commission rogatoire, bon, bah, c'est pas non plus le petit en bas de l'immeuble qui roule sans casque, hein, bon. Donc, le demandeur a bien apporté des faits qui permettent de présumer, c'est ça la logique de la discrimination, c'est qu'il faut apporter des faits qui laissent présumer l'existence d'une discrimination. Donc le demandeur les a apportés, il les a tellement apportés qu'il a apporté des statistiques fiables et significatives faisant état de pratiques discriminatoires au sein de la police par rapport à cette pratique, le contrôle d'identité. Il y avait aussi un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance qui date de 2010. Donc voilà, c'est pas... Malgré que c'est établi d'avant qu'il y a des contrôles discriminatoires. C'est pas la Cour de cassation qui en a jugé des contrôles discriminatoires. C'est établi d'avant. Une étude du CNRS, il me semble bien que ça avait fait une émission à la télé, je crois que je les avais vus, mais ça date. Diligentée par l'ONG Open Society Justice, donc en 2009, mais c'était passé bien avant. Une étude d'Eurojustice, donc sur le cas français, en 2011, et un rapport de l'Agence des droits fondamentaux en date de 2010. Donc la Cour a accueilli tous ces documents qui, en tant que faisceaux d'indices, qui ont constitué un commencement de preuve. Un commencement de preuve comme quoi ce comportement existe, et lui faisant partie de la minorité visée par ce type de comportement, faisait que ça faisait un ensemble de faits qui permettait de présumer de l'existence d'une discrimination. Si je suis clair. Oui, là, il y a la notion de preuve. Il y a plusieurs indices qui constituent un faisceau d'indices qui constitue un début de preuve. Quand il n'y a pas de preuve, s'il y a plusieurs indices, c'est un commencement de preuve. Donc le commencement de preuve plus le fait d'appartenir à une ethnie, voilà. Ça fait un ensemble de faits qui permettent de présumer de l'existence d'une discrimination. Sauf que voilà, cette personne correspondait au type, ici nord-africain, de personnes qui étaient recherchées pendant cette période de recherche. Donc du coup, il n'y a pas été jugé qu'il y avait discrimination, étant donné que oui, là, on a apporté tous ces dossiers, oui, tous ces indices dans ce cas-là, parce que ce ne sont pas des preuves, ce sont des études, et on n'a pas dit tel et tel, ce sont des indices qui constituent un faisceau, qui, de par leur nombre, fait un commencement de preuve. La Cour les a accueillis, tout ça, personne ne les remet en doute. Eurojustice, Agence des droits fondamentaux, le CNRS, bon, personne ne les remet en doute. Mais seulement voilà, malgré que ce comportement soit reconnu comme existant au sein de la police,
pas dans cette affaire donne pas lieu à discrimination car la personne correspondait au type nord-africain ou européen ou asiatique, type nord-africain, type d'humain nord-africain qui était recherché dans cette affaire. C'était une histoire de violence en réunion, truc avec armes, un truc sympa aussi, quoi. Donc voilà. Mais la troisième qui est intéressante aussi, la numéro 1245, donc 19 novembre 2016, Cour de cassation, première chambre civile. Cette affaire elle est encore plus intéressante dans le sens où c'est uniquement parce que, non, l'agent judiciaire de l'État ne démontre pas, et c'est la condition essentielle pour se défendre dans ces situations-là, ne démontre pas que cette différence de traitement était due à une circonstance particulière qui le justifiait, évidemment. Mais surtout, il s'est fait couiller tout simplement, le bonhomme. Il n'a pas demandé à la cour d'appel de faire établir cet état de fait. Donc il ne l'a pas fait lui-même, il n'a pas demandé à le faire, donc il s'est fait eu, quoi, finalement, plus qu'autre chose. Et la quatrième affaire, pareil, une histoire de recherche pour violence et compagnie, sur l'infraction à la législation du droit des étrangers, en plus de tout le reste. Là, c'est quand même un petit peu compliqué. Si tu recherches dans le cadre d'une immigration clandestine, par exemple, des faits de violence et de personnes qui sont illégalement, qui sont en situation régulière sur le territoire, leur demander leur pièce d'identité en fonction de leur apparence physique et discriminatoire, ça devient compliqué aussi, hein. Bon, après, tu me diras, y a des types qui se ressemblent pas du tout. Elle est plus vers ceux-ci, alors qu'on ne peut pas présumer qu'ils appartiennent au type de personnes recherchées. Évidemment, c'est pas cohérent, mais lorsque on voit que certains Portugais, je vais me faire poursuivre, moi je le sens bien, certains Portugais ont quand même de bonnes têtes des Maghrébins, des fois c'est compliqué aussi. Donc en conclusion, ce que je disais au début, hein, c'est pas ces affaires qui présument qu'il y a des discriminations, des contrôles d'identité discriminatoires, pas plus que violents, là, c'est pas établi. Discriminatoire au sein de la police, hein. Là, il pose juste le cadre et il pose surtout que oui, effectivement, l'État peut être poursuivi, peut engager sa responsabilité lorsqu'il y a discrimination. Et évidemment, la Cour précise le processus 1. Apporter des faits qui laissent présumer la victime d'un contrôle discriminatoire n'a pas à le prouver, juste des éléments de fait qui laissent à penser qu'il est victime. Et pour se défendre, le défendeur doit prouver que cette différence de traitement est due à une circonstance qui le justifie, quoi. Donc voilà pour le contrôle d'identité. Pour le contrôle d'identité discriminatoire. Donc j'espère que j'ai été clair lorsque je disais au début que c'est pas ces arrêts qui établissent qu'il y a des contrôles d'identité discriminatoire au sein de la police, pas du tout. Par contre, les pièces qui ont été versées ne sont plus contestées et c'est ça qui corrobore l'existence de ce type de contrôle au sein de la police. C'est pas les décisions du Conseil de la Cour de cassation. Parce que finalement, dans la plupart, l'un, l'arrêt est cassé, l'autre, il s'est fait avoir parce qu'il n'a pas demandé à établir les faits justificatifs, et le troisième, il correspondait bien au type recherché, le quatrième, je ne sais plus exactement, mais il y avait la législation des étrangers, je ne sais plus comment ça s'était fini. Donc voilà. Contre l'identité discriminatoire, l'adresse du blog. Non, on parle pas de contrôle d'identité discriminatoire sur le blog. Je dis juste c'est fini pour le contrôle d'identité discriminatoire. Je vous propose l'adresse du blog, le Twitter, et puis une suggestion ou deux de vidéos à regarder. Donc sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.